BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Salut à toutes et à tous, et bien voilà, c'est parti pour De quoi je me mêle, un nouveau week-end qui s'annonce, d'ailleurs on vous le souhaite excellent. De quoi je me mêle, votre rendez-vous donc dédié à la tech de la fin de semaine que vous pouvez retrouver donc le week-end sur BFM Business, à la radio, à la télé, dès le vendredi en podcast, audio, mais aussi vidéo sur YouTube et sur bfmtv.com dans la rubrique Tech & Co. Je suis ravi de vous retrouver avec au menu de quoi je me mêle en cette semaine. Et bien tout à l'heure, c'est Lionel Costa qui est le responsable du Labo Fnac qui viendra nous rendre visite comme régulièrement maintenant. C'est un nouveau rendez-vous que vous retrouverez de temps en temps dans De quoi je me mêle et on va s'intéresser avec lui aux barres de son. Pourquoi cette folie des barres de son ? Pourquoi faut-il aujourd'hui complémenter en quelque sorte sa télé avec ce type d'engin ? Comment détecter les bonnes des mauvaises ? On fera le point avec Lionel, puisque au Labo Fnac, autant vous dire qu'ils s'y connaissent un tout petit peu dans ce domaine. Le hashtag des QJMM sur Twitter, n'hésitez pas à nous suivre, à réagir. Merci d'être là et bienvenue. Le club de la presse IT, que faut-il retenir de l'actu tech de cette semaine ? On voit ça avec nos deux experts. Raphaël Grabli, salut. Salut François. Rédacteur en chef de Tech & Co. Et en face de lui, le regard affûté, alors qu'il s'est levé à minuit et demi, comme chaque jour. C'est l'heure à laquelle je me suis couché. Tiens. Oh non, je me lève un petit peu plus tard, à 3h. Non, 3h du matin. Ouais. C'est un peu le Robocop de la rédaction. C'est Anthony Morel. Salut Anthony. Salut François, salut Raphaël. Non mais franchement, entre parenthèses, vraiment, hein, je t'admire. Vraiment. Oh, mais t'es gentil, mais Non, c'est mais pas la mine, sérieux. hein. On vient faire un truc quand même assez sympa. Ouais, tu vois, venir bien parler de sûr, tech bien à sûr. l'antenne, Mais c'est tu pas... sais, pour avoir fait 20 ans de matinale sur Mais je RMC, sais, je sais ce bien, que c'est. Je sais bien. Et voilà. Il y a des Donc, matins où ça pique, ça c'est vrai. il y a des matins où ça pique, mais c'est vrai qu'on fait un métier formidable et le fait de vous informer et de vous distraire parfois de temps en temps est quand même très agréable. Anthony qu'on peut retrouver donc le matin dans Good Morning Business, mais aussi avec Estelle Denis entre midi et 2 sur RMC. Alors, dans l'actu, on va parler de GTA 6. GTA 6 n'est pas sorti. C'est l'un des plus grands secrets du jeu vidéo à chaque fois. Ah, mais c'est clair, il y a une attente incroyable. Incroyable. C'est sûrement le jeu vidéo le plus attendu Bien sûr. du moment et peut-être de l'histoire du jeu vidéo. De l'histoire. Ouais. Donc là, GTA 6, qui est en développement depuis, depuis très 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 longtemps. Ouais, depuis plusieurs années. Ouais. Depuis plusieurs années. Alors, on n'est pas encore sorti, mais en revanche, on a eu quelques informations. Il y a eu un leak énorme cette semaine, hein, Anthony. Oui. Ah bah là, c'est la cata pour GTA, là, c'est clair. Alors, c'est marrant, comme les actus se télescopent, parce que la semaine dernière, on avait tout le débat sur les fuites d'informations volontaires ou pas des grands groupes technologiques. Là, je crois que c'est pas volontaire. Ouais, là on peut se dire que c'est pas volontaire. Qu'ils n'ont pas fait exprès Ouais. et que ça les arrange pas du tout, Rockstar, l'éditeur, Ouais. cette fuite massive de données qui a été révélée dimanche. En gros, il y a des dizaines de vidéos qui ont fuité, des vidéos dans lesquelles on voit en gros des bouts de GTA 6. Donc il y a des séquences de jeu, on voit certains personnages, on voit des séquences à l'intérieur de C'est voitures. quoi ? On dirait que c'est presque des vidéos de promo, en fait, tu sais, ou je sais pas quoi. Bah, en fait, ouais, alors il y a un peu de tout. En fait, il Ouais. y a à boire et à manger. Tu as des morceaux de scénario, tu as un bout de code source du jeu aussi, ce qui est un petit peu Ouais, ça, embêtant. c'est un peu plus embêtant. C'est des images qui sont en fait pas très abouties. Si c'est des images de promo, c'est pas vraiment Ouais, c'est bon pas pour terrible. Rockstar parce que en fait c'est une version alpha. Donc si tu veux, ça rend pas vraiment justice au produit final tel que il sera proposé commercialement probablement. Et effectivement, fuite énorme. Donc apparemment ils ont subi une cyberattaque, hein, tout simplement. Et on se retrouve avec eh bien ces images qui ont fuité, alors évidemment que nous on ne diffuse pas. Hein. Celles que vous voyez là, c'est des images probablement de GTA 5 et des différents épisodes parce que pour des raisons de droit, on n'a pas tellement envie de se prendre un procès par Rockstar. Hein, Et puis en plus, c'est pas très sympa, je trouve. En plus, Non, mais en non, plus, c'est pas non, très non, fair. c'est clair. Non, mais absolument. Mais il faut se rendre compte. Alors pour comprendre l'ampleur de cette fuite, il faut comprendre l'ampleur de GTA et le fait que c'est en fait aujourd'hui l'un des produits culturels les plus puissants au monde. Pour avoir juste 2 éléments chiffrés, GTA V, donc l'épisode précédent, c'est le 2e jeu le plus vendu de l'histoire, 170 millions de copies, donc c'est juste derrière Minecraft. Et c'est le produit culturel, toutes catégories confondues, qui a atteint le plus rapidement le $1 milliard de chiffre d'affaires. C'est-à-dire plus que n'importe quel film. Donc en gros, c'est un peu comme si vous aviez 90 minutes du prochain Avengers ou du prochain Avatar qui fuitait sur Internet plusieurs mois avant la sortie. C'est quand même un petit peu Et problématique. encore, les Avengers, il y en a 8 par an. Enfin, il y en a 8 par an. Oui, Il y en a- c'est vrai qu'il y en a Là, c'est un peut-être un tous les peu trop. 10 ans. Parce que c'est Ouais. 2013, Absolument. GTA 5. Donc là, on parle de au moins 2023. Oui, voilà, c'est un jeu d'une telle ampleur, d'une telle complexité, parce que rappelons qu'on est dans des environnements ouverts. Hein, Sandbox, donc ouais. voilà, Bac à sable. Ça. Et donc il faut des années, 10 ans, donc on ne sait même pas quand est-ce qu'il va sortir ce GTA 6. Je crois qu'il était prévu pour l'an prochain à l'origine, mais le truc c'est que là, ça risque encore de...
peut-être, là c'est moi qui fais des supputations, mais de retarder la sortie, parce que si effectivement il y a des morceaux du code source du jeu qui ont été volés, c'est extrêmement problématique, parce que ça permettrait, le jour où on sort enfin voilà, où des hackers ont accès à ces morceaux de code source, de créer des failles, des modes de triche, potentiellement du vol de données. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se produire à partir de ça. Et donc du coup, certainement que sur certaines parties du jeu, les développeurs vont devoir reprendre à zéro, ou en tout cas vont devoir revenir largement en arrière. Donc ça risque d'être quand même assez compliqué. Est-ce qu'on sait comment tout ça est arrivé ? Alors, il n'y a pas de... Non, c'est pas très clair. C'est pas très clair. J'ai lu, mais il n'y a pas de certitude à ce sujet, que Rockstar, à la suite de ça, voulait remettre en question son organisation en termes de télétravail. Ce qui laisserait penser que peut-être, tu vois... Oui. Il y a eu des fuites. Oui, comme tu as la surface d'attaque qui est beaucoup plus importante avec le télétravail, tout le monde qui travaille à la maison, ça pourrait venir de là, mais il n'y a pas de... Je crois qu'il y a une fuite au niveau du service support à la base, et par le service support, il a réussi, le hacker, à ensuite infiltrer, c'est-à-dire en se faisant passer pour le support, infiltrer ensuite les postes de certains salariés de Rockstar. Après, si on met de côté, il y a la partie code source, donc on sait pas trop, on sait qu'il y a une partie du code source, mais après, est-ce que c'est 0, 1% ou c'est 20%, c'est pas la même chose. Et là, effectivement, sur la partie cheat, sur la partie faille de sécurité potentielle, là, c'est important. Après, est-ce que finalement, il va pas y avoir encore plus un mouvement de sympathie ? Oui, c'est clair. Parce que moi, j'ai remarqué un truc quand même, c'est que, d'ailleurs, nous les premiers, en fait, dans le premier papier, on a intégré, pas les vidéos, mais on a intégré des tweets qui montraient des extraits, et on s'est fait un peu taper sur les doigts par des internautes. Pas forcément d'ailleurs à tort. Bon, après, de toute façon, les vidéos ont été supprimées. Mais c'est vrai que finalement, les gens se disent, attendez, c'est notre bébé, c'est notre surprise. Nous spoilez pas, nous gâchez pas la surprise. Et finalement, je pense que pas un exemplaire de GTA 6 ne sera vendu en moins à cause de cette fuite, voire à mon avis même peut-être davantage. Je trouve que la réaction de Rockstar était plutôt rassurante. Alors j'espère qu'ils disent la vérité, mais ils disent en gros, ça remet pas en question les échéances, nos projets à venir. Donc c'est un piratage qui est emmerdant, mais qui a priori ne remet pas en cause la date de sortie du jeu. Et puis après, effectivement, là où notre rôle, c'est aussi de rappeler, oui, les vidéos, pour ceux qui les ont vues, sont pas forcément sublimes, mais c'est de la version alpha. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que de toute façon, dans ces vidéos, à ce stade, le moteur final, le moteur graphique final n'est même pas encore totalement implémenté, ce qui fait qu'on est quand même assez loin de ce qu'on verra sur la version aboutie de GTA 6 sur PS5. Et j'ai envie de dire peut-être que ça renforcera encore plus la surprise, c'est-à-dire que finalement, on aura quelque chose que de toute façon, on n'aura pas vu dans les vidéos qui ont fuité. Ouais, mais peut-être qu'il y a beaucoup d'internautes qui ont vu ces vidéos, qui ne sont pas allés chercher plus loin sur le fait que. Non, mais ils verront le produit fini. Ouais, mais au moment de voir le produit fini, ils se disent bon, peut-être qu'ils seront sûrement rassurés, je pense. Moi, je pense pas que c'est un impact sur le business de GTA, parce que finalement, n'a aucun. Voilà, et puis ce sont que des vidéos. GTA, c'est le fait d'interagir, de s'immerger dans le jeu, etc. Enfin voilà. Moi, je suis pas si sûr de ça, moi, quand même. Je pense quand même que le côté. Alors, il y a le côté spoil, il y a le côté version non aboutie qui est quand même donne pas une image incroyable du jeu, et il y a le côté quand même. Alors, effectivement, ils disent il y aura pas de retard. Moi, je me méfie quand même. Moi, je me souviens, le précédent, c'était quand même Half-Life, la suite d'Half-Life où il y avait eu une fuite de données aussi, et ça avait donné lieu à un retard, et ça avait été une catastrophe pour l'éditeur. Oui, parce qu'en plus, à l'époque, le scénario d'Half-Life, oui, c'est capital. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais par contre, le jeu avait cartonné derrière. Oui, absolument. Et je suis d'accord avec toi sur le côté communauté aussi de GTA et les joueurs qui ont une sorte de bienveillance vis-à-vis du jeu et vis-à-vis des images qui pourraient être spoilées. D'ailleurs, le hacker était apparemment disait être en discussion et en négociation avec Rockstar, en gros pour essayer de leur extorquer de l'argent. Je ne sais pas s'il y est parvenu en définitive. En tout cas, je lui souhaite de ne pas se faire retrouver par les flics. Ouais, c'est clair. Mais c'est le même gars qui a Uber aussi. Hein, c'est le fameux groupe Lapsus. Alors, comme souvent dans ce genre de cas, il n'y a pas tellement de certitude, enfin en tout cas pour le moment, mais a priori ce sera donc Lapsus qui regroupe quand même plutôt des ados et qui aurait aussi hacké Uber, mais voilà, je pense qu'à mon avis il va falloir un peu de temps pour avoir confirmation de tout ça, et je pense que vu les enjeux financiers pour Uber aussi d'ailleurs, mais notamment pour Rockstar, je pense qu'il va y avoir des suites judiciaires assez corsées. Voilà, tout dépend où se trouve l'équipe de hackers potentiels. C'est clair. Enfin, moi, ça me donne envie
Ça donne envie de jouer finalement. De rejouer à Maintenant, GTA 5 non, mais déjà. c'est ça. Maintenant, t'as une PS5. Ça y est, oui, j'ai une PS5. Voilà, donc, donc ça, c'est la bonne nouvelle quand même de la rentrée. Hein. Je sais J'ai pas si on pu l'avait dit. enfin m'acheter. Et en plus, je suis content parce que je l'ai acheté 15 jours avant l'annonce de l'augmentation de. Ah, très bien. Bah, tu Alors, vois. tu joues à quoi? Là, je joue à FIFA et Spider-Man Miles Ah Morales, ouais, le qui est Spider-Man, il est vraiment fou. sympa. Ouais, c'est vraiment cool. Et alors en plus j'ai eu du pot, j'ai ramené ma PS4, je me suis dit je vais rien en tirer et je sais pas, je suis rentré dans un Micromania, honnêtement ça faisait des années que je n'étais pas rentré dans un Micromania. Je sais pas, ce jour-là il faisait un peu une Une offre espèce de sympa promo, ouais. et c'était vraiment la PS4 FAT, la toute première, stockage minimum et tout, et ils m'ont repris 200 €, donc en fait Ah franchement, ouais. 200 balles. et en fait, ils franchement, m'ont dit, ouais, ça et vaut en le fait, coup, on hein. vend beaucoup. Ils me disaient, mais j'étais étonné. Ils me disaient, non, mais en fait, on vend beaucoup. Il y a une grosse demande, vu qu'il n'y a pas de PS5. Pour les cadeaux, pour notamment peut-être pour les un peu plus jeunes, on offre une PS4 reconditionnée. Voilà. Pas mal. Très bien. Dans l'actu aussi, on va revenir sur l'iPhone 14. Alors, on en a beaucoup parlé. Les tests vous attendent sur le site de Tech & Co, bien sûr. Deux actus. Anthony, une qui est passée inaperçue, mais que tu voulais mettre en avant, c'est la réparabilité de ce nouvel iPhone. Ça y est, on a trouvé l'innovation de ce nouvel iPhone. On l'a cherché pendant une émission. C'est quoi, ils en ont pas parlé? Mais attends, et c'est exactement ça. Ouais, Moi, je c'est ce qu'on comprends se pas. disait tout à l'heure. Je me suis dit, ça se trouve, j'ai loupé un truc dans la keynote, mais vous l'avez suivi aussi tous les deux. Je pense pas Ouais. qu'ils en aient parlé. Non, mais Non. justement, Mais- c'est encore plus classe. de Ouais, leur- peut-être. Ils se Ah, tu disent, penses qu'ils l'ont fait exprès? Bah, Ouais, évidemment, peut-être, évidemment, peut-être. évidemment. Donc, encore, juste pour expliquer, donc c'est le site iFixit qui fait référence sur tout ce qui est réparabilité des smartphones. C'est eux qui décortiquent, qui réparent les iPhones et tous les smartphones d'ailleurs, et qui donnent des scores de réparabilité. Et là, gros bon point pour Apple qui se retrouve avec l'iPhone 14 avec un 7 sur 10, ce qui est très rare. Oui, J'ai oui. regardé la notation d'iFixit. Quand on regarde les autres smartphones haut de gamme, il n'y en a aucun qui est à ce niveau-là. Alors, il y en a un qui est à 10 sur 10, c'est le Fairphone, mais personne ne veut du Fairphone, donc ça, c'est pas, voilà, il est un peu hors catégorie. Mais derrière, tu as par exemple... Le Fairphone qui se démonte même si tu le démontes pas. Oui. C'est ça qui est top. Exactement. T'es là, C'est où la boîte ton téléphone. Non, Ah, mais on voilà. peut leur, non, mais on Pour peut ça leur que- faire crédit du Non, fait qu'ils sont bien forts sûr. là-dessus. Voilà, Non, mais après, c'était- c'est pas forcément le téléphone dont on C'était veut. une petite plaisanterie. Mais le Pixel 6 Pro, par exemple, il est à 5. Les derniers Galaxy de Samsung Ah ouais. sont à 3 sur 10. Donc voilà. Et 7 sur 10 parce que, nous dit iFixit, ils se sont rendus compte qu'effectivement, Apple avait mis en place, alors je vous donne dans le détail, à l'arrière une ouverture pour un accès plus facile qui permet donc d'accéder à l'écran et à la vitre arrière à partir de 2 vis et un châssis métallique au centre qui permet de mieux distinguer les parties avant et arrière de l'appareil. Et donc là aussi, pour la réparation, ça facilite largement les choses. Et donc iFixit dit voilà, bravo à Apple. C'est pas tous les ans et c'est pas tous les 2 jours qu'on leur dit ça, mais sur ce point-là, en tout cas, ils ont vraiment fait des efforts. Mais comme toi, Raphaël, j'ai du mal à comprendre pourquoi lors de la keynote ils ne l'ont pas mentionné, sachant que c'est quand même un petit point positif. Voilà. Ouais, c'est clair. D'autant que ça rentre aussi dans cette volonté d'Apple de pousser la réparabilité des téléphones. On se souvient, il y a quelques mois de cela, ils avaient mis en avant le fait qu'ils vendaient leurs pièces détachées. On avait rigolé avec cette énorme valise qui 35 kilos de matos. Ouais. qui t'arrive à la maison quand tu veux réparer ton iPhone. Enfin, on voit que pour eux, et puis, je ne sais pas ce que tu en penses, Anthony, mais, Raphaël, ils n'ont pas le choix aujourd'hui. Ils sont Non, obligés. ils sont scrutés de près, mais ils sont vraiment en avance là-dessus. Alors, c'est un truc que justement, j'avais fait un papier pour la sortie du Fairphone 3 pour expliquer pourquoi finalement en fait, l'iPhone est bien plus écolo que le Fairphone 3. Il n'y avait pas encore cette notion de réparabilité. Déjà, sur la réparabilité, il faut faire le distinguo. Un téléphone réparable, ok, c'est bien, mais on est très peu à réparer son smartphone soi-même. Et donc, ce qui est important, c'est plus qu'il puisse être réparé par des professionnels, parce que la plupart des gens, ils amènent leur smartphone. Donc, si c'est réparable chez Apple, c'est déjà pas mal finalement, parce que c'est-à-dire qu'après, ils peuvent réutiliser les pièces. Mais de façon générale, et je sais que parfois, je me fais un peu prendre à partie sur Twitter quand je dis ça, mais pour moi, si vous voulez un iPhone, un smartphone écolo et le plus responsable et durable, pour moi, c'est l'iPhone. C'est-à-dire qu'à la fois, maintenant, en plus, il est réparable. Mais déjà, avant un iPhone, sur la durée de vie, c'est incomparable avec le reste. Ouais, Déjà, bien sûr. la puce, elle est ultra puissante. Comme le système est bien optimisé pour la puce, ça dure plus longtemps. On a au moins 6 années de mise à jour. 6 années de mise à jour, ce Donc, que c'est personne, quand même Fairphone ne fait pas. Donc, honnêtement, pour moi, Apple coche la case et est à la hauteur en fait, de sa position de leader. Et donc, je pense qu'il faut juste avoir conscience. Il y a plein de défauts chez Apple, à commencer par le prix. Mais encore une fois, on parle du prix. Mais si on le rapporte, si un iPhone dure 2 fois plus longtemps qu'un Android, le prix, il faut le rapporter à la durée d'utilisation. Et donc finalement, si on paye 2 fois plus cher un smartphone, ou 30% plus cher, mais qu'on utilise 2 fois plus longtemps, à l'arrivée, c'est moins cher. Donc après, il faut le financer. C'est pour ça qu'Apple, maintenant, sur le site, ils mettent d'abord le prix en 24 fois,
avant de mettre le prix global. C'est comme pour les voitures. Mais voilà, pour moi, à l'heure actuelle, Apple est la marque qui fait les smartphones les plus responsables, les plus durables et les plus écolos en fait dans le monde, tout simplement. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et j'ai épluché les rapports Après, ça veut pas dire que sur 6 ans, tu es pas obligé de changer la batterie, parce que, mais bon, ça c'est en surtout les général, il y a téléphones. peut-être un changement de batterie, mais enfin, C'est ça surtout coûte. les téléphones. Hein. Oui, et puis ça coûte. Voilà, Bon, c'est quoi Alors, ça a un peu augmenté le changement de batterie. Après, la réalité, c'est qu'on garde rarement son téléphone 6 ans quand même. Enfin, Non, pas 6 non. ans, mais 4 ans. Ouais. 4 ans. Le changement moyen en France, je crois que c'est 2 ans. Un peu C'est plus de 2 ans et demi, je crois. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut bosser pour que ça passe à 4, je trouve. Oui, et puis il y a aussi, comme on le disait, enfin, c'est second marché, même le troisième marché. Aujourd'hui, un iPhone peut avoir plusieurs Oui, vies. tu as le reconditionné. Ça, c'est- Bah, quand même incroyable. c'est quand même pas Je anodin. veux dire, quand tu achètes un iPhone aujourd'hui et que tu le revends 2 ans après, si tu fais attention, que tu as mis des coques, des verres, Oui, on des verres et paye tout, on et paye qu'il un delta. est dans un bon état, Non, mais- tu vas Ouais. le revendre une petite fortune, hein, mais quand après, même. je trouve que quand même, pour tempérer un petit peu tout ça, je trouve que sur le côté, alors bravo à eux d'avoir fait ça, mais sur le côté réparabilité, ils envoient quand même des messages assez contrastés, parce que tu as ce truc de, voilà, effectivement, ils ont ajouté 2 petites vis pour que les réparateurs, et tu as raison de préciser que c'est surtout pour eux que ça va changer quelque chose, puissent ouvrir le téléphone, le réparer plus facilement. Mais en même temps, on se souvient, effectivement, tu l'as mentionné, cette mascarade du do-it-yourself, le système répare ton iPhone à la maison, où tu te retrouves, où en gros, tout est fait pour que tu n'utilises pas ce service, parce qu'on t'envoie une valise avec 35 kilos de matos dont tu es absolument incapable de te servir. Et on comprend bien qu'ils le font aussi, et peut-être avant tout, parce qu'il y a une pression, alors des consommateurs peut-être, mais surtout des régulateurs, et notamment aux États-Unis, où le droit à la réparabilité, pas seulement pour les smartphones, mais d'ailleurs dans tout l'électronique et même les machines agricoles, enfin il y a plein de secteurs qui sont concernés, ça va être quelque chose, enfin une obligation, et donc il y a une vraie pression sur Apple de ce point de Mais vue-là. cette mallette là, c'était un petit doigt d'honneur aux régulateurs en disant attendez, vous nous demandez de faire des trucs, je veux dire qui répare son téléphone soi-même aujourd'hui? Personne, enfin pas grand monde. Donc, ce qui est important, c'est que les téléphones soient facilement réparables par les professionnels. C'est ça qui est important. c'est ça. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, ce fameux indice... Non, mais Ouais, après, Si on c'est fait un une truc étude- du genre changer la batterie, tu vois, n'importe qui peut le faire. À une époque, n'importe qui Franchement, pouvait le faire. moi, Tu ouvrais ton téléphone, tu Ouais. changeais la ouais, mais batterie. enfin, il était Même pas... moi, je ouais, suis mais pas enfin, bricoleur. il Moi, n'était je pas vois- étanche. Il n'était pas étanche, donc tu as aussi des avantages. Quand Et- je vois les images, excuse-moi, hein, Raphaël, mais quand je vois les images derrière, je trouve fascinante d'ailleurs. On est hypnotisé. Moi, je suis Ouais. hypnotisé Oui, moi je aussi, regardais, j'adore. par ces images C'est de presque démontage de- d'iPhone. C'est incroyable. Ouais. Franchement, c'est. Mais jamais de la vie, je fais ça sur mon iPhone. Bah, moi non plus. Mais, Mais non. après, là où je peux rejoindre Anthony, c'est qu'il y a des gens qui sont plus bidouilleurs que nous. Tu vois, moi j'ai des potes, ils aiment bien mettre les mains dans le cambouis, démonter des trucs, Enfin, faut etc. pas se louper sur un iPhone Pro. Il faut 14 pas se Pro, louper, mais si que tu as, la des garantie, tutos à l'appel sur Internet, si tu es un petit peu méticuleux et que tu fais gaffe, je pense que tu peux y arriver. Mais ça représentera un pouillème, à mon Non, avis. c'est bricolage. Il y a bricolage et bricolage. Hein. C'est, tu vois, entre le 4 quarts et puis le plat façon Joël Rebuchon, tu as une gamme de. Tu vois, c'est la même chose entre changer juste ta batterie et aller changer le petit Mais c'est composant qui est au milieu du. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose non plus. Hein. Bon. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est important. Et je voulais reparler de cet indice de réparabilité qui a été mis en place en France. Moi, je trouve que c'est un peu naze comme indice. Je vois pas l'intérêt. Mais d'ailleurs, ils vont le transformer en indice de durabilité parce qu'il faut arrêter de faire un focus, de se concentrer sur cette histoire de réparabilité. Ce qui est important, c'est que ce soit réparable par les pros, Ouais. pas par les particuliers. Et ce qui est important, c'est l'indice de durabilité. C'est combien de temps va durer un smartphone ou un ordinateur ou autre. Et donc, ce qui est important, c'est pas le fait qu'on puisse l'ouvrir facilement. Ce qui est important, c'est le fait qu'une fois qu'on a acheté ce smartphone, Oui, que qui a tout consommé l'écosystème, beaucoup d'énergie, bien sûr. qu'on puisse le garder longtemps. Donc, Ouais. c'est les mises à jour logicielles, donc c'est la puissance, donc c'est plein de choses. Oui. Et ça, pour moi, c'est vachement plus La important. robustesse aussi. La robustesse. Et c'est pas anodin que quand on aille sur les sites de smartphones reconditionnés, la plupart soient des iPhones. Ça dit quand même quelque chose. Autre petite actu concernant l'iPhone, c'est que l'iPhone 14 Pro, comme souvent d'ailleurs, hein, parce que chaque année on a l'impression que c'est les versions Pro, voilà, l'iPhone 14 Pro cartonne, hein, les ventes explosent. Alors, ouais, chaque année. Mais sauf que depuis au moins 3-4 ans, chaque année, le smartphone le plus vendu au monde, c'était l'iPhone 11, puis l'iPhone 12, puis l'iPhone 13. C'est-à-dire que ce n'était pas la version Pro. Tiens, je pensais que c'était le non, Pro, c'est pour non, ça que je non, disais non, ça. Tu vois. C'est la version basique. En D'accord. général, alors en deuxième place, parfois il y avait le Pro ou parfois le Pro Max d'ailleurs, parce que souvent les gens qui prennent le Pro, du coup, optaient pour le Max, Ouais. d'où l'iPhone 14 Plus.
parce que souvent le Pro Max arrivait en deuxième place, donc là, ça permet, il y a une vraie demande pour les grands formats. Mais le smartphone le plus vendu, toutes marques confondues, pas que chez Apple, dans le monde, la référence, c'était l'iPhone 11, 12, puis 13. Et là, ce que veut faire Apple, et je pense que le signal était assez clair, à la fois en laissant la puce à 15 sur le 14 et avec toutes les différences qu'on a entre les deux gammes, c'est le Pro doit être le smartphone le plus vendu. Donc, c'est leur nouvelle stratégie. Et résultat, en même temps, si on met moins de choses dans le 14 et plus dans le Pro, forcément, les gens demandent plus de Pro. Et donc, après, ils ont réalloué. C'est un peu se moquer du monde, parce que tu peux te dire, alors pourquoi faire un iPhone 14 beaucoup moins bien? Enfin, ça a toujours été la stratégie d'Apple, cela dit. Oui, mais là, ça s'est amplifié et on a notre biais, nous, en France et en Europe, qui est que l'iPhone 14 est vachement trop cher. Aux États-Unis, finalement, c'est l'itération classique, c'est le même prix, donc pourquoi pas? En France, ça n'a pas tellement de sens. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, c'est Ming-Chi Kuo, l'analyste qui a en général toutes les bonnes sources sur Apple, qui dit qu'ils ont augmenté de 10% les lignes de production. Or, évidemment, sur des produits plus chers, Apple, en valeur absolue, fait plus de marge. Donc forcément, ça, s'ils arrivent sans perdre en volume global, c'est-à-dire sans faire en sorte qu'il y ait des chutes globales de l'iPhone face à d'autres marques, mais si sur leur mix de vente, ils arrivent à augmenter la part du Pro, ils ont tout gagné. Ils ont tout gagné. Et ça leur permet peut-être aussi de marger un peu moins sur le 14 à ce moment-là. Peut-être, je suis pas convaincu. Ça montre encore la puissance le pricing power, comme on dit en économie, d'Apple, quoi. C'est ça qui est absolument fascinant. C'est, pour moi, on en parle souvent, mais Apple, c'est une marque technologique, mais c'est aussi une marque de luxe, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression qu'ils pourraient mettre n'importe quel prix. Et en fait, ils demandent, tu vois, jusqu'où ils peuvent monter le curseur. Oui, c'est vrai. C'est ça la réalité. Puisque en Europe, nous, on a quand même des prix qui sont largement supérieurs à ce qu'ils étaient l'an dernier. Ce sera intéressant d'ailleurs de voir la répartition géographique dans les résultats d'Apple. Ça, on le saura jamais. Oui, entre pro, de toute façon, on n'a même plus les iPhones. Non. Avant, à un moment, on l'avait, mais maintenant, on l'a plus depuis 4 ans, je crois. Non, mais c'est clair. Mais en tout cas, je pense que là. On ne s'attendait pas forcément au fait que l'iPhone 14 Pro fasse un démarrage aussi canon, vu ce qu'on en avait dit, y compris dans l'émission, sur le manque d'innovation quand même assez repris quand même pas mal. Le Pro, il est dans l'absolu, il est assez canon. Non, c'est un super bon téléphone, mais encore une fois. Ouais, mais par rapport au 13, là où je rejoins Anthony. Si tu as le 13 Pro, ou même le 13 Pro Max, c'est que tu passes au 14 Pro Max. Non, mais c'est pas forcément pertinent, à moins d'être vraiment fan de photos et que l'encoche. Mais non, quand on a le 13 Pro, c'est pas pertinent de changer pour le 14. Ça reste un très bon téléphone, évidemment. C'est clair. Mais d'un côté, c'est presque rassurant. Ça veut dire que le 13 Pro Max est toujours d'actualité finalement et qu'il n'y a pas eu de rupture technologique. Vaut mieux puisqu'il est au même prix qu'avant. Voilà, c'est ça, exactement. Tiens, alors aujourd'hui, je vous rappelle que pour déverrouiller votre téléphone, vous avez le Face ID qui, en plus a été, on va dire, miniaturisé sur ces nouveaux iPhones. Peut-être que demain, on pourra déverrouiller, Anthony, son téléphone avec une autre facette de la biométrie. En soufflant dessus, avec notre haleine, ouais. Alors ça, c'est assez étonnant, effectivement. J'aimerais pas être un téléphone. Ouais, c'est ça. Alors ça dépend du propriétaire. Mais le matin au réveil, le téléphone. Ou après certaines soirées. C'est gentil, là, lâche-moi. C'est pas bon. Alors, je te déverrouille pas. Je préférais encore ton visage. Tu sais quoi, je te déverrouille pas. Tu n'as plus accès à ton téléphone. Voilà, c'est bon. Non, alors c'est des chercheurs japonais très sérieusement qui travaillent sur ce sujet de la biométrie en utilisant notre haleine. Parce que notre haleine, sachez-le, c'est un marqueur biométrique exactement comme nos empreintes digitales, comme l'iris de notre œil, comme notre visage. Oui. En fait, c'est quelque chose d'unique. C'est un marqueur qui nous est propre. On n'a pas la même haleine les uns et les autres. Et donc, ce qu'ont mis au point ces chercheurs, c'est un petit composant électronique qu'on pourrait appeler un nez électronique finalement, un capteur olfactif, qui va analyser la composition, les particules moléculaires lorsqu'on souffle sur ce composant, donc qui pourrait être intégré dans un smartphone, et ça permet d'identifier une personne. Alors, pour un téléphone, pourquoi pas? On peut imaginer dans des systèmes de paiement pour une sorte de double authentification, ou dans des ports, des systèmes aux aéroports, tout ce pourquoi la biométrie a un usage. Mais juste une petite question, est-ce que c'est plus fiable et plus sécurisé que, par exemple, l'iris, que la reconnaissance faciale, que l'empreinte digitale? Parce que ça, c'est très bien, c'est cool, mais est-ce que ça a un avantage par rapport aux autres systèmes? Ça a un avantage. Plus fiable, non, pour l'instant, parce qu'il faut bien préciser que tout ça, pour l'instant, on est en phase de recherche et développement dans les laboratoires, et sur les tests qui ont été réalisés, ça fonctionne assez bien à partir du moment où tu n'as pas une haleine trop chargée. Donc si tu as bu du café, de l'alcool ou mangé une andouillette juste avant, elle change. Elle change, exactement. Et donc là, alors ça va s'améliorer, c'est-à-dire que la précision des capteurs, pour l'instant,
est impacté par ce que tu as mangé, ce que tu as mangé avant. bu. Ce qui est problématique, évidemment. Ça va s'améliorer. Après, en revanche, là où c'est très intéressant, c'est en termes de sécurité. Parce que ce qu'expliquent ceux qui travaillent, en tout cas les chercheurs qui travaillent sur ce sujet, c'est que contrairement à l'empreinte digitale ou au visage, c'est très très difficile de copier une haleine. Et donc en termes de sécurité, là c'est très intéressant parce qu'un visage ou des empreintes digitales, quand tu te les fais voler ou recopier, tu es quand même très 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 embêté parce que c'est pas la même chose qu'un mot de passe quand tu quand tu te fais pirater. Alors que l'haleine, pour le coup, ça pourrait c'est pas permettre... parce que tu vas manger une andouillette et un verre de vin que tu vas avoir la même haleine. Exactement. Non, c'est mais en dingue tout cas, cette histoire-là. C'est assez étonnant. Alors là, on parle là, on était dans des produits finis, commercialement sortis. Là, on parle d'un truc qui arrivera probablement sur le marché d'ici quelques années. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ces pistes de recherche qui sont très sérieusement explorées aujourd'hui. Certains estiment que l'haleine, c'est le futur Eldorado de la biométrie. Ça alors, incroyable. Dingue. Et alors, juste pour terminer là-dessus, parce que du coup, ces capteurs olfactifs, ils ont plein d'autres applications, et notamment dans la détection de certaines maladies. C'est-à-dire qu'avec l'haleine, on va aussi pouvoir, c'est notamment le Technion, université israélienne de prestige, à Haïfa exactement, qui travaille sur des petits appareils qui ressemblent à des alcotests en fait, et donc tu souffles dedans, et ça permettra de dépister certains types de cancers, certaines maladies cardiovasculaires. Il y a pas des chiens Alors, tu as des chiens renifleurs qui sont utilisés, mais alors les chiens renifleurs, là je parle de mémoire, mais je suis pas sûr de la validation scientifique de leur... voilà. Mais il y a des chiens renifleurs aussi pour les explosifs dans les aéroports qui sont utilisés par exemple. Non, mais pour les cancers, exactement. Il me semblait qu'il y avait aussi des pistes de recherche là-dessus. Il y avait des pistes de recherche, mais je sais pas s'il y a pour l'instant une validation scientifique, mais en tout cas, il y a beaucoup de recherches sur ce sujet, ça c'est très clair. L'univers olfactif est incroyable en fait. On est dans un domaine, dans un univers, parce que nous, on est vraiment limité dans ces sens-là, hein, mais il y a des animaux et puis il y a des technologies qui permettent de détecter des molécules que nous, on ne sent pas, et je trouve ça incroyable. On est dans l'homme augmenté, encore une fois, c'est-à-dire que l'électronique va pouvoir mais quand on voit exacerber nos sens d'une certaine manière. La capacité olfactive d'un animal comme un chien, c'est fou, quoi. C'est souvent ces chercheurs utilisent ce qu'on appelle le biomimétisme, c'est-à-dire en gros, on s'inspire de la nature. C'est notamment, par exemple, la truffe d'un labrador, qui apparemment est très, ou de certains chiens de chasse, beaucoup plus évolués que les nôtres pour pouvoir concevoir ces fameux capteurs. Ouais, bon, alors le problème, c'est qu'ils détectent aussi souvent des choses incroyables dans l'urine. Heureusement qu'on fait pas ça nous, parce que ça serait au quotidien un peu fatigant. Faire pipi sur ton téléphone pour le déverrouiller, ça va être sympa. Voilà. Bon, dans l'actu, on va parler aussi d'un projet qu'avait lancé Elon Musk il y a quelques années de cela. Alors, il s'était pas trop mouillé là-dedans, hein. C'est-à-dire qu'il avait dit, moi je pense que on pourrait un jour, dans des tubes, circuler à des vitesses incroyables, plus de 1000 km/h, on pourrait relier San Francisco et Los Angeles en quelques minutes, enfin bref, voilà. Il avait dit, moi j'ai cette idée-là, je vous la pousse les gars. Vous êtes un industriel, si ça vous dit, prenez-la et vous en faites un peu ce que vous voulez. C'était l'Hyperloop. Ouais. Et aujourd'hui, l'Hyperloop... il est un peu loupé, j'ai l'impression. Hyper loupé. Il est hyper loupé. Ouais, c'est ça. C'est 10 ans après. Enfin, c'était juillet 2012. Un peu plus de 10 ans, quand Elon Musk pour la première fois a parlé, donc il a présenté ça comme un 5e moyen de transport. Donc après le train, la voiture, l'avion, le bateau, qui serait capable de voyager à la vitesse du son, et donc il imaginait ces capsules circulant dans des tubes à basse pression et qui permettraient d'atteindre des vitesses autour de 1200 km/h, c'était son estimation, et de relier des grandes villes. Et effectivement, tu as raison de préciser qu'il a dit, mais attendez, moi les gars, je suis un peu occupé, j'ai autre chose à faire. Donc industriels du monde entier, prenez cette idée, débrouillez-vous avec ça. Et il y a plein de startups qui se sont lancées là-dessus, mais vraiment, il y en a eu plein. Et des projets... c'est l'effet Elon Musk aussi. Évidemment, voilà. C'est clair. Évidemment. Et y compris d'ailleurs, il y a eu des projets en France, il y a des projets dans le sud-ouest, alors qui ont été lancés, mais qui, 10 ans après, malheureusement, ne sont pas beaucoup plus loin qu'ils n'étaient à leur démarrage. Alors, il y a des projets qui sont plus avancés que d'autres, mais globalement, on voit bien que ça commence à traînasser un petit peu, qu'il y a beaucoup de doutes sur la faisabilité de ces projets. Il y a notamment un rapport qui a été écrit par l'ancien directeur technique d'Alstom, donc grand groupe de transport français, quelqu'un qui connaît un peu le sujet, et qui a fait une étude de faisabilité complète et qui conclut à une escroquerie technico-intellectuelle. Donc c'est quand même des mots assez forts, avec des points d'interrogation sur la sécurité, donc comment tu gères les évacuations dans un tube à basse pression, c'est vrai que c'est compliqué, sur les systèmes de freinage d'urgence où il faudrait plus de 10 km à l'appareil pour s'arrêter, donc c'est un peu difficile aussi, et surtout la rentabilité
du modèle économique, puisque ces petites capsules pourraient accueillir au maximum quelques dizaines de passagers, contre 1000 par exemple pour un TGV duplex. Et donc, si tu veux, le coût serait absolument astronomique. Dans des documents qui ont fuité en 2016, on estimait qu'il fallait 60 millions de dollars par kilomètre pour l'Hyperloop, contre entre 15 et 20 millions pour le TGV par exemple. Donc, ce qui fait que c'est un modèle économique qui serait très très compliqué à rentabiliser d'une manière. Après, ça va beaucoup plus vite qu'un TGV. Alors, ça va beaucoup plus vite qu'un Tu vois, TGV, ça mais ça coûte peut-être demande 3 fois plus cher, mais ça va au moins 3 fois si plus le vite. billet il est à 1500 € pour un Paris-Lyon, c'est ça. C'est compliqué. Après, quoi. encore une fois, c'est l'échelle. Si le problème, c'est qu'un projet t'arrives comme à ça- industrialiser le truc. Après, bon, voilà, c'est vrai que quand cette idée était sortie, moi, ce que je m'étais dit, c'est que recréer des infrastructures au niveau d'un pays, d'un territoire, Surtout en France. c'est des dizaines, des centaines de milliards, en fait. C'est Ouais. des trucs incroyables. Ça parce rappelle que- un peu l'aérotrain, tu sais, qui Voilà, était c'est avant ça. le TGV, côté Exactement. d'Orléans, Oui, un oui, projet oui, oui. incroyable. Innovation française. Ah, innovation aussi, française, bien et sûr. très prometteuse à Tout l'époque. à fait, tout à Mais fait. Et qui était tombé à l'eau. qui était était devant, bien devant le sûr. TGV, Ouais. puis finalement ils ont switché au dernier moment. Mhm. Switché. Mais oui, c'est-à-dire que le problème, c'est quand on a des trains à grande vitesse qui sont quand même, on va dire, un rapport qualité-prix extrêmement performant. Et sur l'idée du 5e moyen de transport, c'est là où il y a un peu une escroquerie, c'est que c'est pas un 5e moyen de transport, ce serait un TGV++, en fait, dans l'usage. Et vu l'investissement, c'est-à-dire que dès le début, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont dit non mais comment ça peut être cohérent ? Et le problème, c'est que c'est l'aura d'Elon Musk pousse peut-être parfois à aller un peu trop loin. Alors sur Alstom, Mhm. bon, c'est compliqué parce qu'à la fois, il risque d'être concurrent, puisque quand même, il développe des rames, à moins que demain... Oui, c'est vrai Non, que c'est un c'est- ancien, le gars, il travaille Oui, plus il chez travaille Alstom. plus Voilà. là-bas. Ou alors, mais à l'inverse, on aurait pu se dire qu'Alstom pourrait... Alors honnêtement, je ne sais pas, mais aurait pu être partenaire aussi pour développer justement des rames de cette Hyperloop. Mais en fait, ce qui est un peu... comment dire ? Ce qui est plutôt négatif, c'est qu'on voit qu'à la fois, il y a plusieurs projets. Il y en aurait eu qu'un qui aurait foiré, on aurait pu se dire, bon, on peut tenter. Mais là, il y a 5-6 projets, il y a eu notamment pas mal de tests aussi quand même, grandeur nature, alors avec une portion très limitée, mais il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu au Moyen-Orient. Ouais. Donc il y a eu des tests là-dessus qui ont eu lieu quand même maintenant, il y a 4-5 ans, et on voit que ça avance pas. Donc c'est vrai que je pense qu'il est temps de peut-être d'enterrer ce projet, mais comme on en a enterré tant d'autres. Mais le problème, c'est que dès qu'on touche à Elon Musk, les attentes sont plus du tout les mêmes. Et puis surtout, il y a cette petite cerise sur le gâteau, si on peut dire, que Elon Musk a lui-même avoué, alors c'est son biographe qui dit ça, enfin, après, visiblement c'est quand même Elon Musk qui lui a dit, que lui-même ne croyait pas en ce projet au début. Ah là C'est-à-dire là. qu'il a parlé il y a 10 ans d'Hyperloop. Et on comprend mieux pourquoi il ne s'est pas vraiment investi dans le sujet. Oui, parce qu'en fait, c'était à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, en Californie, il y avait un projet justement de train à grande vitesse entre San Francisco et Los Angeles. Mhm. Et Elon Musk n'en voulait pas. Et donc il a dit, je vais monter ce truc, voilà, cette idée d'Hyperloop qui va venir faire planter le projet de TGV californien. Et puis on verra ce que ça donnera. En fait, lui-même, si tu veux, c'est une sorte de roublardise à laquelle sûr. Musk nous a Disons que habitués par ailleurs. si on dit qu'on invente le 5e moyen de transport, mais qu'on dit qu'on n'a pas le temps, mais par contre, on va aller passer du temps pour acheter Twitter, à un moment, non, mais il y a un moment, il faut se dire, il y a un truc qui cloche quand même. Ouais. Oui, Mais c'est bon. sûr. Mais arrête, après, bon, Musk reste quand même Oui, un génie. c'est clair, On aura c'est l'occasion d'en reparler, parce qu'il y a une Mais est-ce que- grande conférence la semaine Ouais. prochaine. Oui, hein. oui, sur justement le Sur robot, le sur fameux le robot, robot. Le fameux robot. Est-ce que ce sera encore un type avec un déguisement de robot? Oh non, mais non. J'ai l'impression qu'on va peut bien plus rigoler faire la ça. semaine prochaine, non? Oh là là. Il a déjà commencé à teaser en disant bon, mais vous savez, les gens qui bossent sur le robot, ils bossent aussi, ils sont très chargés avec le boulot sur Tesla. Bref, bon, on va voir, on aura peut-être une bonne surprise. Moi j'attends, en tout cas, je suis très impatient. Parce que, bon, après, on terminera là-dessus, mais c'est vrai que pour revenir à ce problème d'Hyperloop, cet essai, en fait, ces expérimentations qui étaient menées dans le sud-ouest, le patron de Transpod, qui s'occupait en fait de mettre en place cette innovation, avait touché des aides publiques et a dit, bon, écoutez, là, parce qu'en fait, justement, l'État commence à dire, bon, ça marche pas votre truc, il va falloir rembourser. Et il a décidé de rembourser, en fait, les subventions qu'il avait touchées à l'époque. Donc c'est pour dire que c'est mal barré quand même cette histoire-là. Mais après, bon, on fait un peu le procès d'Elon Musk, mais c'est vrai que ce qu'on disait aussi, c'est qu'il fait des trucs quand même par ailleurs incroyables. Évidemment. Non, puis il a obligé personne à bosser là-dessus. Oui. Non, mais c'est lui, il a initié. Et puis j'espère le génie qu'il y a d'Elon Musk, le mec qui lance une idée en l'air. T'as 15 startups qui disent oui, génial, on va le faire. J'espère qu'il y a avec quand des même investissements quand même massifs. Enfin, c'est quand même pour créer un train, il faut un peu d'argent. J'espère quand même qu'il y a quelques ingénieurs aussi calés qui ont dit bah oui, c'est faisable ce truc-là.
Enfin, qu'il n'y a pas Sûrement. qu'Elon Musk Non, qui a mais- dit oui, c'est jouable. Il y a eu des équipes quand même qui ont Et puis réfléchi. parfois, pour faire des vraies innovations de rupture, faut aller vers quelque chose auquel personne ne croit aussi. Donc, on ne peut pas lui reprocher non plus. Bon ben voilà, écoutez, on verra la suite de cette Hyperloop. C'est mal barré quand même. Hein. Compliqué, ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Merci François. Merci, Merci François. Anthony, merci Raphaël, et puis merci à vous de nous écouter et de réagir sur ce club de la presse Haïti. N'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser vos petits messages. On va revenir dans un instant. Est-ce que vous avez une barre de son avec votre télé, les amis ? Écoute, non, moi c'est à l'ancienne, j'ai juste ma télé, bonne télé, mais il n'y a pas de barre de son. Voilà. Si, moi j'ai une BIM de Une Sonos. BIM de Sonos. J'aime beaucoup. Voilà. Très bon produit aussi. Et Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux. C'est d'ailleurs intéressant. Hein. On achète une télé, puis on vous dit bah ouais, prenez une barre de son en plus et tout, parce que vous verrez, le son des télés n'est pas très bon. C'est vrai, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'elles sont tellement fines que la qualité n'est pas bonne. On va en parler. Comment choisir sa barre de son ? Quelles sont les marques ? Quelles sont les différentes technologies ? Enfin voilà, tous ces sujets-là avec Lionel Costa qui me rejoint tout de suite sur le plateau de quoi je me mail. Il est responsable du Labo Fnac. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.